Imaginez un chirurgien là en pleine opération ou un pilote face à une panne moteur. Bon, dans ces moments-là, la mémoire, elle doit être parfaite, instantanée. Oui, c'est vital. Mais en fait, ça nous concerne tous, bien plus souvent qu'on croit. Un examen important, une présentation client décisive. Mhm. Aujourd'hui, justement, on va se pencher sur des stratégies d'apprentissage dont l'efficacité est vraiment prouvée par la science. On s'inspire pas mal des travaux derrière Make It Stick, la science de l'apprentissage efficace, quoi. Voilà, pour que ça colle, comme on pourrait dire. Exactement. Notre but, c'est d'aller au-delà des méthodes classiques, genre relire, surligner, qui sont souvent contre-productives, en fait. On veut découvrir des techniques qui ancrent vraiment le savoir. Comment faire pour que ça colle, mais pour de bon. Oui, et l'enjeu est important. On va voir ensemble pourquoi certaines méthodes qui nous semblent logiques, naturelles, elles nous trompent souvent. Ah oui, Et comment d'autres approches, parfois un peu bizarres au premier abord, sont en réalité bien plus puissantes. d'accord, On va parler de l'importance de forcer un peu son cerveau à aller chercher l'info, d'accord. d'espacer intelligemment les révisions, de mélanger les sujets pour mieux les comprendre, en fait. D'accepter que quand c'est difficile, c'est souvent bon signe. Intéressant ça. Et même de l'épreuve ultime, être capable d'expliquer un truc hyper simplement. C'est vraiment une invitation à repenser comment on apprend, quoi. Alors commençons par le début, si tu veux bien. Le mythe le plus connu, j'imagine, Mhm. la relecture. Ah, la relecture. On a tous fait ça, hein. Des heures à relire nos notes, les chapitres. On se dit, c'est la bonne méthode. La source qu'on a, elle utilise une comparaison, je trouve, assez parlante. Mhm. Deux étudiants qui préparent un examen. Il y en a un, il relit, il surligne son cours pendant 1 heure. Après, il se sent bien, tu vois, tout lui semble familier. L'autre, pendant la même heure, il essaie de se rappeler les points clés, peut-être avec des flashcards. Et là, il galère un peu, il sent l'effort. Oui, il doute. Voilà. Intuitivement, on parierait sur le premier, non? Celui qui se sent à l'aise. Bah oui, intuitivement. Mais la science, elle, nous dit tout le contraire. C'est le deuxième étudiant, celui qui fait l'effort de rappel, de récupération, qui va mieux réussir. Ah bon? Le premier, il est victime de ce que les chercheurs appellent l'illusion de savoir. C'est un concept vraiment clé. Cette impression de familiarité, ce n'est pas de la maîtrise, c'est juste une reconnaissance passive. D'accord? Il y a cet exemple assez frappant des profs du CLA qui savaient même pas où était l'extincteur le plus proche de leur bureau. Alors qu'il passait devant tous les jours. Tous les jours. Et ce qui est dingue, c'est pas juste qu'ils ne savaient pas, c'est que cette exposition quotidienne, répétée, ça crée une illusion dangereuse de savoir. Un vrai piège, quoi. Et ça remet directement en cause nos méthodes les plus courantes, comme la simple relecture passive. Ok, je vois. Le cerveau, il ancre ce qu'il fait, l'effort qu'il fournit pour récupérer l'info, pas juste ce qu'il voit passer. Et c'est là qu'intervient ce qu'on appelle l'effet de test. Le simple fait d'essayer de récupérer une info de sa mémoire, même si on n'y arrive pas tout de suite, même si c'est dur, ça renforce les connexions neuronales qui mènent à cette info. D'accord. Pense à un haltérophile. Chaque répétition, chaque effort, ça renforce le muscle. C'est pareil pour la mémoire. Chaque tentative de rappel, même si elle est laborieuse, ça muscle notre capacité à retrouver l'info plus tard. Contrairement à la relecture qui... Qui ne sollicite pas ce muscle de la même façon, non, c'est beaucoup plus passif. D'accord, l'idée de se tester est séduisante, mais comment on fait ça concrètement sans que ça devienne juste une corvée ou une autre forme de bachotage? Ça me rappelle mes propres révisions à la fac, tu sais. Ah oui. Surligner des pages entières, ça me donnait bonne conscience. Mais le jour J, impossible de me rappeler activement de quoi que ce soit. Alors, comment on fait pour que ce test devienne vraiment un outil pour apprendre? Excellente question. L'idée, c'est pas de se mettre la pression d'un examen final à chaque fois, hein. C'est plutôt d'intégrer des micro-tests régulièrement. Des micro-tests. Oui. Par exemple, après avoir lu une partie d'un chapitre, tu fermes le livre et tu essayes de résumer les idées principales avec tes propres mots, à l'écrit ou même à voix haute, peu importe. Utiliser des flashcards, oui, mais pas juste pour lire la réponse au dos. Il faut forcer sa mémoire à la trouver d'abord. Se poser des questions. Pourquoi c'est important ça? Ça se connecte à quoi d'autre que je sais déjà? D'accord. Permanent qui guide l'apprentissage, qui te montre où tu dois concentrer tes efforts, quoi. Ok, je vois. Tester activement. Mais si on teste toujours la même chose juste après l'avoir apprise, ça risque de rester un peu superficiel, non? Oui. La source insiste sur autre chose d'essentiel, le temps. C'est la stratégie de l'espacement. L'image du jardinier qui arrose un peu tous les jours plutôt que de vider un seau d'un coup, elle est pas mal.
Mais concrètement, espacer, ça veut dire quoi? Attendre le plus longtemps possible avant de réviser? Pas forcément le plus longtemps possible, non. Mais laisser un certain temps s'écouler entre les sessions de rappel. Pourquoi? Parce que l'espacement, ça introduit un truc fondamental, un léger oubli. L'oubli. Mais c'est pas l'ennemi, ça. Justement, non. C'est un allié ici. Quand on essaye de se souvenir d'un truc qu'on a commencé à oublier, l'effort mental est plus important. Et c'est cet effort accru qui consolide la mémoire à long terme, mais de manière beaucoup plus efficace. Ah ouais! C'est un peu comme la musculation, encore une fois. La petite déchirure de l'oubli permet une reconstruction plus forte. Les études montrent que pour la même durée totale, disons 5 heures d'études, Ouais. c'est beaucoup plus efficace de faire 5 sessions d'1 heure réparties sur plusieurs jours qu'une seule grosse session de 5 heures d'un coup. Et en plus, c'est moins crevant mentalement. C'est intéressant, ce concept d'oubli bénéfique. Mais alors, pour quelqu'un qui a un examen important la semaine prochaine, par exemple, comment il fait pour intégrer l'espacement maintenant, sans avoir l'impression de perdre du temps ou de ne pas pouvoir tout voir? Le réflexe, c'est souvent le bachotage de dernière minute, hein. Ah oui, c'est le piège classique. Mais même avec une échéance proche, l'espacement reste utile. Il vaut mieux prévoir des sessions plus courtes mais fréquentes. D'accord? Par exemple, tu consacres 30 minutes chaque jour à un sujet précis pendant la semaine et tu reviens sur les points vus les jours d'avant. C'est mieux que d'essayer de tout avaler en une nuit blanche. Même si le ton est court. Même, l'idéal, c'est de laisser au moins un jour ou deux entre les rappels sur le même sujet. Mais même si tu as peu de temps, revoir un concept 3 fois pendant 20 minutes, à un jour d'intervalle, ce sera plus bénéfique que de le lire pendant 1 heure d'affilée. C'est contre-intuitif quand on est dans l'urgence, je sais, mais c'est plus efficace. D'accord, ok. Donc, se tester activement et espacer les révisions. La source ajoute une troisième stratégie qui, elle aussi, va un peu à l'encontre de nos habitudes. L'entremélange. Ah oui, L'idée de mélanger pour maîtriser. Attends. Mélanger les sujets, on nous dit toujours de nous concentrer sur une seule tâche à la fois. Ça risque pas juste de créer de la confusion, une sorte de bazar mental inefficace? c'est la réaction naturelle. On a l'impression d'être plus productif en se focalisant sur un seul type de problème ou un seul chapitre jusqu'à le connaître par cœur. Ben oui. Pourtant, l'entremêlement, c'est-à-dire varier les sujets ou les types d'exercices dans une même session d'études, ça apporte un bénéfice caché. Ah bon? Lequel? Prenons l'analogie du joueur de tennis. Il ne passe pas 1 heure à faire que des coups droits, puis 1 heure de revers, non? Non, c'est vrai. Il alterne, il réagit à différentes balles. Pour l'apprentissage, c'est pareil. Quand on mélange, le cerveau ne doit pas seulement résoudre le problème. Il doit d'abord identifier de quel type de problème il s'agit. Et ensuite, choisir la bonne stratégie parmi toutes celles qu'il connaît. C'est un effort supplémentaire, ça. De discrimination et de sélection. Un peu comme un détective qui doit analyser différents indices pour choisir la bonne piste, plutôt que de suivre une seule piste pendant des heures. Exactement, c'est une bonne image. Cet effort en plus, ça rend l'apprentissage plus difficile. Sur le moment, on se sent moins performant, c'est vrai. Oui, j'imagine. Mais c'est justement cette difficulté qui mène à une compréhension plus profonde et plus flexible. On apprend à reconnaître quand utiliser quel concept, quelle formule. C'est essentiel pour pouvoir les appliquer dans des situations nouvelles, inattendues. À long terme, la rétention et la capacité à transférer ce qu'on a appris sont bien meilleures. Donc, ce chaos apparent, cette difficulté qu'on ressent en passant d'un problème de maths à un concept de physique, puis à une règle de grammaire, ce serait bénéfique, en fait. Mais comment on trouve le bon équilibre pour pas se sentir complètement noyé et découragé par ce zapping constant? Non, bien sûr. Il ne s'agit pas de sauter d'un sujet à l'autre toutes les 2 minutes de façon complètement aléatoire. L'idée, c'est plutôt, par exemple, pendant une session de maths, Oui, au lieu de faire tous les exercices sur les dérivés d'un coup, puis tous ceux sur les intégrales, eh bien, tu mélanges des exercices des deux types. Pour forcer ton cerveau à identifier à chaque fois, ah, là c'est une dérivée, ah, là c'est une intégrale. d'accord. On peut alterner entre chapitres ou même entre matières si ça s'y prête, mais en gardant quand même des blocs de travail assez longs pour pas perdre le fil. Le but, c'est de sortir de l'étude linéaire, cloisonnée, quoi. Ce qui nous amène assez naturellement à un autre point clé. La nécessité d'accepter et même de chercher une certaine dose de difficulté. Tout à fait. Si l'entremêlement rend les choses plus difficiles, mais plus efficaces, c'est que la difficulté, c'est pas forcément l'ennemi. L'analogie de l'apprentissage du vélo est parlante. Impossible d'apprendre sans déséquilibre, sans quelques chutes. C'est exactement ça. C'est le concept des difficultés souhaitables.
Quand apprendre semble trop facile, trop fluide, on risque d'être en mode pilotage automatique, sans vraiment créer de nouvelles connexions solides dans le cerveau. Une certaine résistance, un effort cognitif, cette fameuse sueur mentale, c'est souvent le signe que l'apprentissage profond est en train de se faire. Il ne s'agit pas de se cogner contre un mur insurmontable, mais de sortir un peu de sa zone de confort intellectuel. Je comprends l'idée de l'effort comme moteur, mais où est la limite? Comment on distingue une difficulté souhaitable, qui nous fait avancer, d'un obstacle qui va juste nous frustrer, nous décourager et nous faire lâcher l'affaire? La ligne a l'air fine quand même. C'est une question essentielle, oui. La difficulté souhaitable, c'est celle qui t'oblige à réfléchir, à mobiliser ce que tu sais, à essayer différentes pistes, mais qui reste à ta portée avec un effort soutenu. D'accord. Si tu es complètement bloqué, sans aucune idée de comment commencer, là, la difficulté est sûrement trop élevée et ça devient contre-productif. L'idéal, c'est de se situer dans cette zone où tu dois lutter un peu, faire des erreurs peut-être, mais où tu sens que tu peux finir par y arriver. C'est un ajustement constant, ça dépend de chacun, du sujet. Il faut apprendre à calibrer le défi, quoi. Ok. Donc se tester, espacer, mélanger, accepter l'effort. Comment on sait si, après tout ça, on a vraiment compris, vraiment maîtrisé le truc? La source propose un test ultime, non? L'épreuve de la simplicité. Ah oui! On attribue à Einstein cette phrase « Si vous ne pouvez pas l'expliquer simplement, c'est que vous ne le comprenez pas assez bien ». C'est vraiment ça l'indicateur final. C'est un indicateur extrêmement puissant, oui. C'est ce qu'on appelle l'élaboration. Il ne s'agit pas seulement de pouvoir réciter une définition par cœur, Non. mais de la reformuler avec ses propres mots, de trouver des analogies qui parlent, de la connecter à des choses qu'on connaît déjà, à des expériences vécues. Quand tu expliques quelque chose à quelqu'un d'autre, ou même à toi-même, comme si tu l'enseignais, tu es obligé d'organiser ta pensée, de structurer l'info, de la simplifier. Et c'est là qu'on voit les trous. Exactement. Les... C'est là que tu repères immédiatement les zones d'ombre, les points que tu croyais avoir compris mais qui sont encore flous. Expliquer, ça force la clarté mentale. C'est moins une récitation qu'une véritable reconstruction mentale de l'info, en somme. L'application concrète, ce serait donc, après avoir étudié un concept, de prendre un moment pour faire comme si on devait l'enseigner à, je sais pas, un enfant de 10 ans ou un ami qui n'y connaît rien. C'est ça? Trouver le cœur de l'idée et l'exprimer le plus clairement possible. Exercice actif de synthèse et de clarification. Et nos sources, elles évoquent aussi d'autres éléments importants qui tournent autour de ces stratégies principales. Ah oui, c'est ça. Comme quoi? Par exemple, le mythe tenace des styles d'apprentissage. Tu sais, être visuel, auditif, kinesthésique. Ah oui, ça, on entend souvent parler de ça. Les recherches montrent que, même si on a des préférences, c'est beaucoup plus efficace d'adapter la méthode d'apprentissage au contenu. Une carte, c'est visuel pour la géo, écouter le rythme pour la poésie, et surtout d'utiliser plusieurs sens, plusieurs modalités, plutôt que de se limiter à un seul style présumé. Intéressant de déconstruire cette idée reçue. Et l'état d'esprit, ça joue un rôle important aussi. Un rôle crucial. C'est l'idée de l'état d'esprit de croissance, le growth mindset. Croire que l'intelligence, les compétences, c'est pas figé, mais que ça peut se développer par l'effort, par l'apprentissage. Voir les difficultés non pas comme une preuve qu'on est nul, mais comme des occasions de progresser. Se dire « je n'y arrive pas encore », ça change tout, la perspective face à un défi. Oui, c'est puissant ça. Il y a aussi une technique un peu surprenante qui est mentionnée, essayer de deviner la réponse avant de la connaître. Comment ça fait? Par exemple, essayer de nommer une capitale avant de vérifier la réponse. Même si on se trompe, cet effort de pré-test, ça crée des sortes de crochets mentaux. Et ça rend la mémorisation de la bonne réponse plus efficace après. Se tromper pour mieux apprendre. Encore une idée contre-intuitive. Fascinant. Et enfin, l'importance de comprendre la vue d'ensemble. Ne pas juste mémoriser des faits isolés, mais saisir comment ils s'articulent, comment ils forment un système. L'exemple des échecs est bon. Connaître le déplacement de chaque pièce, c'est nécessaire, mais ça suffit pas du tout. Non, bien sûr. C'est la compréhension de la stratégie globale, des interactions entre les pièces, qui fait le bon joueur. Et tous ces éléments, en fait, ils convergent vers une idée centrale. Apprendre efficacement, c'est un processus actif, stratégique. Et c'est une compétence qui se cultive, qui se travaille. C'est pas un don inné réservé à quelques chanceux. Exactement. L'adage, ça devrait être étudié plus intelligemment, pas forcément étudié plus longtemps. Notre cerveau est plastique, il se reconfigure littéralement quand on s'engage dans un apprentissage profond, basé sur ces méthodes qui marchent.
Mais pour tenir cet effort sur la durée, la motivation seule, ça suffit pas, hein. Elle fait des hauts et des bas. La source insiste sur l'importance des systèmes, des routines. Comment on met ça en place concrètement? C'est toute la différence entre compter sur l'envie du moment et bâtir des habitudes solides. Une routine d'études bien établie, par exemple, revoir ses flashcards 15 minutes tous les matins avant de commencer la journée, ou dédier une heure fixe 3 fois par semaine à une matière, ça fonctionne même les jours où la motivation est au plus bas. Hmm. Ça rend l'effort moins dépendant de notre volonté immédiate. C'est un peu comme se brosser les dents. On le fait, c'est tout. C'est le système qui porte l'effort, et pas l'inverse. D'accord? Et au-delà des routines, il y a aussi cette idée de prendre du recul, de réfléchir sur ses propres méthodes. La métacognition. Absolument, la métacognition. Réfléchir sur sa propre façon d'apprendre. Qu'est-ce qui a bien marché cette semaine? Qu'est-ce qui m'a posé problème? Comment je pourrais aborder ce sujet différemment la prochaine fois? La source cite l'exemple d'un neurochirurgien, un certain Eberhold, Oui, qui prenait systématiquement le temps, après chaque opération compliquée, de débriefer mentalement, de se demander ce qu'il aurait pu faire un tout petit peu mieux. Cette autoréflexion, c'est une forme d'apprentissage hyper puissante. Tout ça, ça demande évidemment de la patience, de l'autodiscipline, pas de solution miracle. Donc, la référence au test du marshmallow, cette capacité à attendre la récompense, ça pointe vers ça, j'imagine. exactement. La maîtrise, peu importe le domaine, ça demande du temps, de la persévérance, des milliers d'heures d'entraînement ciblé, comme le montrent les recherches. Ces stratégies rendent l'apprentissage plus efficace, c'est sûr, mais elles n'éliminent pas la nécessité de l'effort et de la discipline sur la durée. Un dernier point qui est abordé, c'est la gestion de l'anxiété, notamment en situation d'examen, de test. Comment l'anxiété peut venir saboter tous nos efforts, même si on a bien appris. Ah, l'anxiété de performance. Elle a un impact cognitif direct, c'est ça le problème. Quand on est stressé par un examen, les pensées parasites, et si je rate, je me souviens de rien, les autres ont l'air plus sûrs d'eux, elles envahissent notre esprit. Oui, ça parle à beaucoup de monde, ça. Or, notre capacité à réfléchir, à résoudre des problèmes, elle se dépend d'une ressource mentale limitée, hein, la mémoire de travail. Si cette mémoire de travail est saturée par les inquiétudes, il reste tout simplement moins de bandes passantes disponibles pour traiter l'info pertinente et répondre aux questions. L'anxiété vole nos ressources, en quelque sorte. Elle vole littéralement les ressources cognitives dont on a besoin au moment crucial, oui. La source indique que d'autres travaux proposent des techniques pour gérer cette anxiété, mais le point clé ici, c'est de reconnaître son impact négatif sur la performance intellectuelle. Fascinant. Bon, si on essaie de récapituler un peu les idées fortes et peut-être les plus surprenantes qu'on a explorées aujourd'hui, pour apprendre efficacement, il faut, paradoxalement, se tester activement plutôt que relire passivement. Oui, il faut espacer ses efforts et même introduire un peu d'oubli. Mhm. Il faut mélanger les sujets pour mieux les maîtriser. Et il faut accueillir une certaine dose de difficulté comme un signe que l'apprentissage profond est en marche. Ça bouscule pas mal d'idées reçues, tout ça, hein. C'est tout l'enjeu, oui. Passer d'une posture d'apprenant passif, souvent confortable mais peu efficace, et souvent victime de cette illusion de savoir, à une approche active, stratégique, délibérée et réfléchie. L'objectif, c'est de construire une compréhension et une maîtrise solides, qui résistent au temps et qu'on peut mobiliser quand on en a vraiment besoin. Un savoir vraiment ancré. Exactement. Pas juste une familiarité superficielle. Et pour conclure, peut-être une piste de réflexion qui naît un peu de la confrontation de deux points qu'on a abordés. D'un côté, on a vu que l'anxiété, au point 15, peut nuire à la performance en monopolisant notre mémoire de travail. Oui, Et de l'autre, on recommande d'intégrer des difficultés souhaitables, au point 4, dans notre apprentissage, ce qui implique un effort mental soutenu, peut-être même un certain inconfort. hmm. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est: est-ce que le fait de s'habituer régulièrement à cet effort cognitif, à cette lutte constructive pendant qu'on apprend, est-ce que ça pourrait, paradoxalement, nous vacciner en quelque sorte contre l'anxiété de performance? Ah, intéressant comme idée. Est-ce que rendre l'état d'effort mental plus familier pourrait le rendre moins menaçant et donc moins susceptible de déclencher une réponse anxieuse qui nous paralyse le jour J? C'est une interaction complexe, fascinante, entre la difficulté qu'on choisit pour apprendre et notre capacité à gérer la pression. De quoi méditer, effectivement. Voilà, de quoi méditer sur nos propres stratégies face aux défis intellectuels.